Bonsoir, bienvenue dans Ça vous regarde. Une heure de débat politique et parlementaire. 3 mois après les attentats de Paris, la commission d'enquête parlementaire a procédé cette semaine aux premières auditions devant l'Assemblée nationale. Les députés ont entendu les survivants et les familles des victimes. Ces derniers ont livré des témoignages douloureux, exprimé des dysfonctionnements et défendu les valeurs auxquelles ils tenaient. Ces travaux devraient durer 5 mois et faire la lumière sur la série d'attaques terroristes de 2015, mais aussi devraient permettre de savoir si l'État a bien mis en place tous les moyens nécessaires pour les éviter, ces attentats. La commission fera connaître le 26 juillet ses préconisations en matière de lutte contre le terrorisme. On en parle avec vous. Vos questions sur notre site lcp.fr avec notre partenaire, le JDD. #CVR, ça c'est pour les tweetos. Et bien sûr, pour être complet, notre page Facebook. On en parle surtout avec nos invités ce soir. Alain Marceau, bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger. Vous êtes membre de cette commission d'enquête parlementaire relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Vous êtes ancien magistrat antiterroriste. Face à vous, Joachim Pueyo, député socialiste de l'Orne, maire d'Alençon, membre de la commission de la Défense. Vous avez travaillé dans la commission d'enquête sur les filières djihadistes. Vous travaillez beaucoup sur les questions de sécurité. Vous avez été directeur des prisons à Fleury-Mérogis et Fresnes. Béatrice Brugère, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du syndicat national des magistrats FO, ancienne juge antiterroriste. Pour vous, on n'a pas su évaluer les signaux d'alerte avant les attentats de novembre. Vous allez nous expliquer comment. Enfin, Guillaume Denoy de Saint-Marc, vous êtes porte-parole et directeur général de l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme. Vous venez d'être auditionné aujourd'hui par la commission. Vous allez nous dire ce que veulent les victimes et les proches des victimes, ce qu'ils attendent de cette commission d'enquête parlementaire. Alors, avant de débattre, le reportage, l'État était-il assez préparé face à la menace? Clairement pas assez. On dit en chœur les victimes ou les proches des victimes qui ont témoigné face aux 30 députés de la commission d'enquête. Alors, retour sur ces failles, sur les failles principales relevées par les victimes elles-mêmes. Thibault Le Floch. Beaucoup de questions et peu de réponses. Voilà ce qui ressort des premières auditions des victimes des attaques du 13 novembre. L'une de ces questions concerne les moyens mis en œuvre pour empêcher ce genre d'attaque, dont le mode opératoire n'est pourtant pas nouveau. L'attaque qui s'est produite à Bombay il y a quelques années était très similaire à ce qui s'est avec l'hôtel Oberoi et différentes attaques dans différents points de la ville. Bon, alors c'est vrai, Bombay, c'est très loin, tout ça. Mais bon, compte tenu du niveau de vigilance qui était celui de la France, on ne peut s'empêcher, même si c'est a posteriori, de se dire qu'on a un peu préparé la guerre de 14 en 1939, quoi. Autre critique des rescapés, l'inefficacité du plan Sentinelle. Ce terme désigne les 10 000 soldats protégeant des lieux à risque comme des lieux de culte et des écoles. Mais rien n'était prévu pour les salles de concert, alors que la justice française savait que l'État islamique voulait commettre des attentats lors de concerts de rock. Comment est-il possible que l'une des plus grandes salles de concert de Paris ne bénéficie pas des mêmes mesures de protection que celles mises en place autour de certains lieux dits sensibles après les attentats de janvier 2015 ? Pourquoi certains lieux sont-ils protégés 24 heures sur 24, même quand ils sont vides, alors que d'autres sont délaissés quand ils sont pleins ? Les autres questions soulevées pendant l'audition concernent la gestion de la crise sanitaire après les attaques. Numéro d'urgence saturé, corps non identifiés, les familles des victimes étaient obligées de contacter chaque hôpital pour tenter de retrouver leurs proches. Lorsque je téléphonais aux hôpitaux, à la plateforme de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, par exemple, j'essayais de leur donner des indications qui permettaient d'identifier ma fille. Bon, elle avait des tatouages, comme beaucoup de jeunes de son âge, et c'était très facilement reconnaissable, mais la brave dame qui répondait au téléphone me disait « Ah, c'est pas prévu dans mon logiciel, je peux pas prendre ces renseignements, je n'ai que le nom, prénom, date de naissance. » Une autre épreuve attend ensuite les proches des victimes décédées, l'identification des corps à l'Institut médico-légal. Et ce qui les a le plus choqués, c'est le manque d'empathie de son personnel. Je peux bien comprendre qu'ils font ça tous les jours, mais nous, on n'était pas du tout préparés à cette catastrophe. Mon papa travaillait sur Paris, donc pour nous, il allait rentrer. Et de devoir parler avec des gens complètement inhumains, complètement détachés, qui nous disent vous inquiétez pas, si jamais on ne peut pas vous présenter le visage, au pire on vous présentera un pied ou une main.
c'est impossible de pouvoir de devoir écouter ce genre de choses. Il y a une famille à laquelle on a présenté l'Institut de médecine légale, on s'est trompé, on leur a amené le corps d'un enfant qui n'était pas le leur. Donc oui, il y a quand même des marges de progrès considérables à faire là-dessus. Malgré ces critiques, les victimes des attaques reconnaissent que les services de secours ont fait leur maximum. Mais si elles se montrent aussi critiques, c'est parce qu'elles revendiquent un devoir d'exigence afin que d'autres ne connaissent pas la même situation qu'eux si une nouvelle attaque se produit. Voilà un reportage de Thibault Le Floch. Question simple, madame, messieurs, quand on entend ces témoignages, on peut répondre à cette question. L'État a failli quelque part, Alain Marceau. Il y a eu des failles. Je suis député d'opposition, mais je ne jetterai pas la pierre à l'État ou au gouvernement, parce que tout simplement, nul n'imaginait un seul instant que l'on puisse se trouver en face d'un tel attentat. Là, c'est les services de l'État. Là, c'est les services de l'État, la police. Mais rien n'était préparé, sauf qu'on a appris que le matin, au SAMU, on avait fait, semble-t-il, un genre d'exercice pour parer à ce genre d'attaque. Mais enfin, qui aurait pu penser un seul instant que l'État islamique, ou les types qui venaient quand même de Molenbeek ou de la Seine-Saint-Denis, puissent 130 personnes à Paris, mais véritablement personne. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut être modéré. L'événement était exceptionnel. C'est tellement exceptionnel qu'on n'est pas... Mais imaginez que ce même attentat ait eu lieu en province, à Alençon par exemple, ou à Limoges, où effectivement les services n'étaient véritablement pas préparés, les services hospitaliers, etc., l'institut médico-légal qui n'existe pas, véritablement. Je crois que aujourd'hui, il faut être très très modéré dans les critiques que l'on peut porter sur la manière dont on a répondu à l'urgence. Bon, après, on portera effectivement des jugements sur l'histoire des services de renseignement, de la préparation des services, des erreurs politiques, etc. Mais c'est un autre sujet. Oui, je voudrais Guillaume Denoy, juste avant une réaction. Excusez-moi, je ne peux pas accepter ce discours, parce que moi, ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'il y aura un attentat majeur à Paris, simultané. Heureusement, il a été beaucoup moins dangereux que ce qu'il aurait dû être, parce que le Stade de France a foiré. Donc, on aurait dû être dans une dimension 10 fois supérieure à celle-ci s'ils avaient réussi leur coup. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ça fait 2 ans que tous les scénarios expliquent qu'il y aura une attaque simultanée à plusieurs endroits, style Mumbai, à Paris. Qu'on ne se soit pas préparé à ça, moi, m'insupporte complètement. On a proposé notre aide en tant que... On ne peut pas l'imaginer, un tel massacre. Vous l'imaginez, vous, un tel massacre? Pas moi. Pourtant, je viens de la lutte antiterroriste, comme ma collègue. Jamais nous n'avons connu ça. Jamais on n'aurait pu imaginer un tel massacre. Bon, mais tous les scénarios auxquels on travaillé à l'Europe, au niveau de la Commission européenne et au niveau du Radicalization Awareness Network, dont je fais partie, étaient sur des scénarios de ce type-là. Ouais. Et le prochain scénario, on ne va peut-être pas le donner aux auditeurs, mais il est bien pire que ça. Justement, c'est un scénario sur lequel on travaille. Je vous donnerai la parole, monsieur Pueyo. Justement, aujourd'hui étaient auditionnés les avocats des victimes sur cette prévision. Est-ce qu'on pouvait prévoir ces attentats? Un avocat est intervenu, je vous propose de l'écouter. On réagit juste après. Nous savions dès 2009 qu'un projet d'attentat sur le Bataclan avait été envisagé d'une manière suffisamment précise que non seulement une enquête préliminaire a été ouverte, mais qu'une information judiciaire a été ouverte avec 2 juges d'instruction chargés du dossier. Pour autant, que s'est-il passé? On n'a pas prévenu, encore une fois, les propriétaires, les nouveaux propriétaires de cette salle de spectacle. Comme vous le savez, aucune mesure de sécurité particulière n'a été prise à l'entrée de cette salle de spectacle, puisque les personnes qui étaient présentes étaient des personnes qui vérifiaient simplement la billetterie. Voilà, question, on savait que le Bataclan était visé, on n'a pas agi. Béatrice Brugère. Oui, alors ce qu'on touche du doigt, c'est très intéressant dans ce début de débat, c'est qu'on savait mais on n'a rien fait. C'est-à-dire que ça s'appelle tout simplement en psychologie du déni. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. On savait aussi qu'il allait y avoir des attentats extraordinaires. Les services de renseignement avaient même les informations pour les tours, mais on n'y a pas cru. Et comme on n'y a pas cru, on ne met pas en place tout le process, j'allais dire, d'organisation qui doit accompagner cette éventualité. Donc on est sur un phénomène, à mon avis, de déni très fort, ce qui n'excuse pas les responsabilités quand je dis ça. Et ce phénomène de déni, il continue parce que
que c'est la phrase, mais on ne pouvait pas l'imaginer. Voilà, bon, c'est résumé dans cette phrase. Ceci dit, sur le Bataclan, il y avait des informations tout à fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai même vu sur YouTube une vidéo qui circulait, que je suis allée voir. Donc pas des informations confidentielles. Non, pas du tout confidentielles. J'ai pas d'accès particulier sur ce genre d'informations. Alors certes, c'était après l'attentat, mais la vidéo était faite avant l'attentat, où on voit très bien des jeunes qui viennent un soir menacer ceux qui sont devant le Bataclan, c'est-à-dire les propriétaires, parce qu'ils organisent chaque année une fête qui, je crois, est une fête qui est pour la police israélienne. Bon, bref, il y avait des menaces. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de menaces et qu'il faut faire le tri entre les menaces sérieuses et celles qui ne sont pas sérieuses. Alors certes, c'est un vrai débat, ça aussi. Mais c'était une Pour aller cible. dans votre sens... Oui, pardon. Oui. Non, moi Vous n'êtes pas d'accord Vous n'êtes pas d'accord? Si, j'écoute. L'État a failli, mais... Je ne peux pas dire si l'État a failli. Il y a une commission parlementaire. Je crois que c'est l'honneur de la République d'avoir accepté une commission parlementaire qui va faire une enquête. Et je pense que Elle s'est imposée, la commission parlementaire. Elle a été proposée par les députés les Républicains. Que le gouvernement ne souhaitait pas qu'elle ait lieu. Je pense que c'était une bonne chose que tout le monde ait accepté cette commission, parce qu'il fallait écouter les victimes. Je vais vous dire, moi j'ai un exemple concret. Dans la ville où je suis maire, une famille a été directement atteinte par l'attentat. Le fils d'une famille a été tué au Bataclan. Et j'ai suivi leur périple pendant les 48 heures pour rechercher leur fils dans les hôpitaux. Donc moi je pense qu'il faut écouter les victimes, parce qu'on doit améliorer à la fois la prise en charge. C'est l'un des objectifs de cette commission parlementaire, d'écouter. Ensuite regarder ce qui a été fait depuis les attentats de 2013. Est-ce qu'on a mis suffisamment de moyens dans les services au niveau du renseignement? On a voté une loi du renseignement au mois de juin qui a été promulguée au mois de juillet, mais la loi, moi je l'ai votée, mais la loi avait été préparée en 2014. Donc il a fallu beaucoup de mois avant de se mettre d'accord sur un dispositif qui renforce à la fois les moyens techniques, qui renforce effectivement la détection, notamment dans les conversations numériques ou notamment dans les conversations téléphoniques. Ce n'est pas simple, c'est compliqué. Donc je crois qu'on a bien fait de voter cette loi. Dès le lendemain du 13 janvier, le gouvernement a annoncé près de 2600 postes de créés dans la police et gendarmerie. Et ce que je regrette, moi, c'est que les renseignements territoriaux sont insuffisants. Et ça date depuis plusieurs années. Il faut absolument remailler le territoire, parce que ce qui est important, c'est de détecter celles ou ceux qui se sont radicalisés et qui peuvent commettre ce genre d'actes. Et puis, il y a un deuxième problème, parce qu'on l'a vu également suite à ces attentats, c'est le contrôle des frontières. Comment se fait-il effectivement que deux Belges ont pu passer les frontières sans trop de difficultés en venant de la Syrie? Donc, on a vraiment des sujets concrets. Et même si l'Union européenne a renforcé Frontex, je crois que là, il y a un réel problème de fond sur le contrôle des frontières. Réaction d'un de nos internautes. Des hommes et des femmes qui peuvent passer d'une frontière à l'autre sans être véritablement contrôlés. Je propose de lire une réaction d'un de nos internautes sur Twitter. L'État a mis tous les moyens dont il disposait pour lutter contre les attentats. La France n'est pas la RDA à l'époque de la Stasi. Alors, vous êtes d'accord? Chers collègues, à la fin du mois d'août, après l'affaire du Thalys, j'écris à M. Hollande. Je suis modeste député d'opposition. J'écris à M. Hollande, il se passe quelque chose entre Molenbeek et la France. On ne peut pas continuer à recevoir tous ces gens-là. Il faut véritablement que nous mettions un frein à la libre circulation entre la Belgique et la France. J'écris à M. Hollande une lettre, elle est sur mon site internet, à la fin du mois d'août. Je ne dis pas que ça aurait empêché les malfaiteurs, les assassins de Molenbeek de venir à Paris et qu'on aurait évité l'affaire du Bataclan, mais en tous les cas, au mois de fin août, on met le doigt sur ce qui se passe à Molenbeek. J'ai mis d'ailleurs le gouvernement belge en accusation. J'étais le seul, parce que je n'ai pas cru être suivi par le gouvernement français. Parce qu'effectivement, ce sont les Belges qui ont commis ce crime, d'une certaine manière, en ne mettant pas en œuvre les mesures minimum. On ne peut pas dire ça à la Marceau, quand même. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Je l'ai dit chez vous, je les ai accusés chez vous. J'ai dit que ça mériterait effectivement pratiquement une rupture des relations diplomatiques avec la Belgique. Bon, c'est un peu excessif, mais véritablement. Il n'y a pas eu collaboration entre services, peut-être, entre les services? Rien du tout. J'ai même proposé qu'on installe la DGSE, le siège de la DGSE à Molenbeek. Vous voyez un peu. Qu'est-ce qui a péché Que tout le monde s'en foutait, et que M. Hollande m'a pas répondu, et que le gouvernement s'en foutait. Vous savez, un jour, aux questions d'actualité, j'ai eu l'occasion de dire que Mme Mera
Mera, sœur Madame Mera, venait de partir faire le djihad en Syrie avec des allocations familiales. Je me suis retrouvé en face d'un ministre de l'Intérieur qui m'a dit que j'allumais le feu et que je facilitais l'action du Front National. Et bien pourtant, qu'est-ce qui se passe? On retrouve la demoiselle Mera dans toutes nos affaires avec tous ses copains. Donc effectivement, il y a eu une impréparation. Et je ne porte pas d'accusation contre l'actuel gouvernement parce que les précédents ont tous péché par naïveté, par faiblesse et par lâcheté. Je pense qu'on ne peut pas dire que tout le monde s'en fout. Je pense que ça, j'accepte pas cette phrase. Je pense que s'en foutait. Je pense qu'on est tous conscients de la menace encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, au lendemain des attentats du mois de janvier, le ministre de l'Intérieur, à plusieurs reprises, et le Premier ministre ont dit le risque zéro n'existe pas. Ça a été dit à plusieurs reprises, d'où des décisions qui ont été prises avec une mise en œuvre, effectivement, qui n'est moins rapide qu'une décision à prendre. Bon. Ensuite, si le Bataclan était vraiment visé, et c'est ce que certains témoignages tentent à dire, il faut regarder si d'une part les services de renseignement étaient informés, si au niveau de l'État on était informé, et pour quel motif il n'y a pas eu des dispositions qui ont été prises. Parce que, moi, vous savez... Est-ce que ce sont des sources sûres? Est-ce que ce sont des rumeurs? Voilà, c'est pas aussi simple. Mais ce que je regrette, c'est qu'on a démantelé les services de renseignement dans les territoires depuis de nombreuses années et avant que ce soit M. Hollande qui soit président de la République. Nous sommes totalement d'accord là-dessus. Les renseignements généraux, c'était une bêtise de les dissoudre. Absolument. Voilà. Et alors, on a quand même dans certaines villes... Ça se passe chez vous à Alençon et partout, bien sûr. Dans certaines villes, on a des comportements qui sont directement liés peut-être à la petite délinquance. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des réseaux qui sont constitués. On l'a vu d'ailleurs, nous, avec un jeune qui a été élevé à Alençon, qui a été converti et qui est devenu la voix de Daesh quand même. Fabien Klein. Bon, absolument. Il est de votre circonscription. Donc, de la ville. Et même s'il est, soi-disant, s'est radicalisé dans le sud-ouest de la France, près de Toulouse, Madame le juge pourra nous le confirmer, il est revenu ensuite, après son jugement, mais... On n'était pas informé. Je suis convaincu que très peu de personnes étaient informées de sa présence sur la ville. Moi, je ne l'étais pas, par exemple. Et ça, ce n'est pas acceptable que le premier magistrat de la ville ne soit pas informé d'une manière très confidentielle des hommes et des femmes qui peuvent nous poser quelques difficultés. Radicalisés. Voilà, donc, le renseignement. En plus, j'ai pu constater que les renseignements, il y a des différents services, mais il est temps, et c'est prévu, que les services de renseignement travaillent ensemble. Parce que vous avez les renseignements centraux, les renseignements territoriaux, les renseignements au niveau de la défense, les renseignements au niveau des douanes et du ministère des Finances. Donc, tous ces services doivent travailler ensemble. Ça a été d'ailleurs une recommandation de notre commission d'enquête parlementaire qui a rendu ses conclusions il y a quelques semaines. Chers collègues, en 2006, en 2008, nous avons eu les mêmes recommandations. On en est toujours au même point. L'affaire Fabien Klein, vous avez connu... Oui, alors je voudrais, si vous permettez, rebondir sur beaucoup de choses ont été dites très intéressantes. Oui, l'affaire Fabien Klein, je l'ai connue, et ça veut dire aussi déjà que... Vous l'avez jugé. Oui, mais ça veut dire surtout que la menace, elle est à la fois ancienne et à la fois nouvelle. Elle est très ancienne parce qu'on s'aperçoit en effet que parmi ceux qu'on a retrouvés dans les deux derniers attentats, c'était des gens qui avaient déjà été suivis ou voire condamnés par la justice. Donc il y a une vraie question, et d'abord je suis ravie qu'il y ait cette commission d'enquête parce que ça va permettre peut-être justement de prendre le temps, après le temps de l'émotion et de la réaction, le temps de la réflexion et de l'analyse. Parce qu'il y a un vrai problème en France, c'est qu'on pense que faire une loi résout un problème. Or, la loi, on ne l'évalue jamais avant, on ne sait jamais ce qui s'est passé avant, et comme on n'évalue pas ce qui s'est passé avant, ni si ce qu'on a comme système est valable, on est dans une course permanente sur la réforme. Cette commission, j'espère, alors je suis plus optimiste que vous, mais j'espère, parce qu'il y a une grosse attente derrière de la société civile. Donc peut-être que ce sera une commission qui aura plus d'impact. Ça va durer 5 mois. Voilà. On va en entendre. J'espère qu'elle va permettre pour la première fois d'évaluer raisonnablement avant de faire toujours des nouvelles lois qui complexifient un système et lui fait perdre son efficacité. Parce que ce que vient de dire très justement M. Pueyo, c'est qu'en fait, les services de renseignement qui ont été réformés il y a peu de temps, la dernière loi, je crois, c'est 2013 ou 2014. Bon, il y a un très bon rapport de M. Dominati là-dessus, d'ailleurs, qui explique très bien, c'est que la complexité des renseignements aujourd'hui ne permettent pas d'avoir un renseignement territorial
extrêmement, j'allais dire, performant et que ce renseignement, ce maillage territorial n'est pas fluide quand il remonte vers la centralisation, qu'on a plusieurs, j'allais dire, services de renseignement et qu'aujourd'hui, la seule solution qu'on ait trouvée pour faire travailler toutes ces personnes ensemble, c'est de faire, j'allais dire, des services de coordination. Mais ça ne fonctionne pas comme ça parce que, en fait, d'abord, on perd de l'énergie, on perd du renseignement et la coordination, elle ne marche que sur la bonne volonté des hommes, d'abord, pour commencer. Donc, il y a un vrai problème sur le renseignement, quand je dis qu'il est structurel, je mets en cause personne, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire. Mais la réflexion, elle peut être faite également pour la justice. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, il est temps de faire un examen de conscience, sans commencer à chercher qui a tort, qui a raison. Oui, bien sûr, on était dans l'impréparation, mais ça fait 15 ans qu'on est dans l'impréparation. Je veux dire, ce déni, on l'a depuis 15 ans. Donc aujourd'hui, il y a urgence, j'allais dire, à réfléchir, que plutôt à prendre des mesures d'urgence. Et le même maillage du renseignement doit trouver son équivalent au niveau, j'allais dire, de la justice. Aujourd'hui, la justice terroriste est centralisée à Paris. On est sur un système jacobin. Je crois que devant la menace qui est devenue extrêmement importante et qui a changé d'échelle, aujourd'hui, on parle de 200% en un an de départ supplémentaire sur la Syrie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire 200%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Paris ne peut plus non plus, à Paris, on ne peut plus tout juger. Donc il faut aussi que on repense la justice sur tout le territoire avec la fluidité du renseignement. Guillaume Denoy de Samara, on va écouter quand même le porte-parole des victimes. Quand vous entendez, on va écouter le porte-parole, s'il vous plaît, ça discute. Non, mais déjà, quand vous entendez les parlementaires... Je voudrais préciser mon propos de tout à l'heure. Je ne disais pas qu'on pouvait prévoir que ce serait le Bataclan, etc. C'est-à-dire, on savait qu'il y aurait une volonté d'attaquer. Et qu'on savait qu'à un moment ou à un autre, le système sécuritaire dysfonctionnerait parce que c'est impossible de tout prévenir. Donc je dirais là-dessus, gouverner c'est prévoir, ça veut dire qu'il faut prévoir si jamais une attaque se fait et si jamais les terroristes passent sous le radar, comment est-ce qu'on s'occupe après des victimes ? Parce que ça devait arriver. Et là, il y a une imprévoyance. C'est-à-dire on s'aperçoit que c'était le pataquès, toutes les victimes le disent. Ça a été complètement impréparé, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et alors, on ne l'a pas trop dit, nous, en tant qu'association, parce qu'on ne voulait pas participer à une désinformation qui pourrait dire que finalement les terroristes ont gagné parce qu'ils nous ont déstabilisés. Mais le fait est que ça a foutu une sacrée pagaille. Deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de l'aspect sécuritaire, renseignement, etc. Mais aujourd'hui, si on n'intervient pas dans l'aspect hors sécuritaire, si on n'intervient pas sur tous ces jeunes qui veulent partir en Syrie ou qui sont allés, qui reviennent et qui ont cette idéologie, et si on veut pas, c'est aujourd'hui qu'on va empêcher les attentats de dans 10 ans. Et aujourd'hui, rien n'a été fait pour prendre en charge ces personnes. Ça fait 4 ans qu'on tire le signal d'alarme en disant qu'il faut une vraie démarche citoyenne de formation, avoir ce qu'on appelle globalement le contre-discours, mais c'est plus compliqué que ça, mais un vrai travail pédagogique auprès d'un certain nombre de jeunes, une vraie démarche, et que nous, en tant que victimes du terrorisme, nous sommes prêts à faire, puisque nous avons commencé dans les écoles, dans les prisons, etc. Mais il y a un vrai travail de fond à faire qui n'a pas été entamé. Pour l'instant, on ne nous entend pas. Monsieur, donc il y a eu les lacunes dans la prévention des attentats. Il y a eu des lacunes aussi pendant les attentats et juste après les attentats. Les députés ont entendu les familles des victimes et aussi les survivants, ceux qui se sont retrouvés au cœur des assauts des commandos terroristes du Bataclan. Et ils ont écouté le témoignage de Caroline Langlade. Elle était otage au Bataclan. Écoutez, c'est assez édifiant. On réagit juste après. La première personne que j'ai eue de police secours, en fait, le réseau était saturé la première fois. Il a fallu que j'appelle ma maman pour que ma mère, qui habite à Nancy, contacte la police de Nancy afin de pouvoir joindre la police, de l'informer de ce qui se passait. Donc ma mère a communiqué l'ensemble des éléments que je lui ai donnés quand je suis rentrée dans la loge. Et la police de Nancy a fait remonter ces informations-là à la police de Paris. Ensuite, j'ai réessayé de rappeler la police, que j'ai fini par avoir au bout de 15 minutes d'attente à peu près téléphonique. Je suis tombée sur un brigadier, sûrement, enfin quelqu'un de très, très humain. Il prend le temps de rester encore 5 minutes avec moi pour me rassurer. J'ai rappelé une deuxième fois, au bout d'1 heure et quelques à peu près, enfin 1 heure, ouais. La deuxième personne sur laquelle je suis tombée, qui est une femme, ça ne s'est pas passé du tout de la même manière. J'étais obligée de chuchoter parce que le terroriste était toujours derrière notre porte. La personne m'a demandé de parler plus fort. Je lui ai expliqué que j'étais en otage et que le terroriste était derrière la porte. La policière m'a répondu « D'accord, mais là vous êtes en train de bloquer la ligne pour
une réelle urgence. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus urgent que 40 personnes qui sont menacées de mort imminente. Donc je lui ai répondu à nouveau que je ne pouvais pas parler plus fort, en parlant un peu plus fort. Tout le monde s'est retourné vers moi en me disant « chut », parce que clairement, je mettais en danger tout le monde. Et la policière s'est énervée et m'a raccroché au nez en me disant « tant pis pour vous ». Association, les deux. Témoignage assez bouleversant. Vous voulez réagir? J'avoue que je suis tout à fait attentif à ce témoignage parce que je l'ai vécu avec les parents de Thomas, un jeune d'Alençon, qui s'est fait tuer également au Bataclan. Et dès le vendredi soir... Les parents ont eu les mêmes problèmes avec les services de l'État? Les parents ont eu des problèmes. Ils avaient des difficultés pour retrouver où se trouvait leur fils dans tel hôpital. C'était très compliqué. Ils m'ont expliqué vraiment ce parcours. Et je crois que là, après ces témoignages, il faut absolument que les services de l'État tiennent compte de ces témoignages pour mettre en place un dispositif plus performant. Mais sur le problème de fond, parce que vous avez dit tout de suite, mais qui sont nos ennemis? Alors, les ennemis, on arrive à les détecter, effectivement, en Syrie ou en Irak. Mais dans notre Europe, dans notre pays... Je vais rester sur la parole, monsieur, sur la parole des victimes. On va parler donc des dysfonctionnements donc des services de l'État, mais il y a aussi d'autres dysfonctionnements, des secours. Si vous voulez, quand vous écoutez, par exemple, moi j'ai auditionné... C'est l'objet des auditions cette semaine. J'ai auditionné le directeur de l'hôpital de Percy, qui nous a expliqué les difficultés qu'il a pu rencontrer. J'ai rencontré également des médecins qui étaient aux Invalides, qui nous ont expliqué également, dans un premier temps, les grosses difficultés. Nous avons auditionné le général qui commande des sapeurs-pompiers, qui nous a indiqué la manière dont ils ont travaillé en rassemblant près de 500 pompiers, en faisant appel à des nombreux équipements. Alors, je pense qu'il y a eu des difficultés parce que lorsque des difficultés à avoir des informations, des numéros d'urgence qui ne marchent pas, qu'on ne reçoit pas si on appelle de l'étranger. Lorsque les secours sont arrivés sur le terrain, il fallait que les secours soient protégés, donc il fallait que la police soit présente. C'était quand même très compliqué. Cependant, je pense que les paroles des victimes, il faut absolument qu'on les écoute à 100%. J'ai bien à 100%, parce que ça a été quand même un véritable drame, ça a été difficile, et il faut absolument que la prise en charge, même s'il y a des difficultés, elle soit bien organisée et bien ciblée. Alain Marceau, vous aviez parlé donc l'attentat, événement exceptionnel. On peut comprendre qu'on soit débordé, mais est-ce que c'est justifiable? Et surtout le témoignage de Caroline Langlade. La question qui se pose, elle a été soulevée par l'un des parents des victimes qui était propriétaire d'un... Qui était auditionné. Oui, d'un bar. D'un bar. Et il dit, OK, c'est très bien, on va mettre en place tout un tas de mesures exceptionnelles pour faire face en termes de secours, de pompiers, de secouristes, de policiers, de permanence 7 jours sur 7, etc., pour intervenir. Et il ne se passera peut-être rien. Est-ce qu'effectivement, ça vaut le coup qu'aujourd'hui l'État se mobilise complètement, un État qui n'en a plus les moyens, bien évidemment, ou est-ce qu'effectivement, il faut écouter la parole du Premier ministre, M. Valls. Je sais que ce n'est pas mon Premier ministre, enfin, c'est le Premier ministre de la France. M. Valls nous dit il va y avoir quelque chose de terrible. Maintenant, le problème n'est pas de savoir si ça aura lieu ou pas lieu. Ça va avoir lieu. Préparons-nous. Alors, comment on se prépare? Est-ce qu'on se prépare en termes de secours? On prépare les secours à Paris. Ben, si ça a lieu à Alençon, à Limoges ou ailleurs, comment fait-on? On ne pourra pas se préparer à 100%, quitte à vous choquer. Ce n'est pas possible. Cette sécurité, je devrais dire le contraire. Je suis député d'opposition et je pourrais dire bien, il faut pas refaire le truc. Mais c'est pas vrai. Il faut dire tout de suite à nos concitoyens, ce n'est pas possible. Cet après-midi, j'ai interrogé le Premier ministre en question d'actualité, puisque vous parlez de prévention. Je dis voilà. La crise des migrants, vous avez entendu. Les services de renseignement, les services de renseignement occidentaux qui ont l'air tout à fait au courant de tout ça, puis ça nous a d'ailleurs été confirmé par notre ministre de la Défense, nous annoncent qu'au printemps, l'État islamique va envoyer des flots de migrants avec des djihadistes et des gens pour commettre des attentats depuis la Libye pour envahir les côtes sud-européennes, c'est-à-dire chez nous. J'ai dit au Premier ministre, demain vous êtes au Conseil européen à Bruxelles. La prévention, ça commence par ça. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir éviter ce genre de vague déferlante qui, paraît-il, va nous faire du Bataclan empire? C'est ça aussi la question. Tout en évitant l'amalgame réfugiés terroristes. Excusez-moi, dans ceux qui sont venus au Bataclan et ailleurs, que je sache, nous avons des gens qui sont aussi des réfugiés et des migrants. Il faut quand même pas, il faut arrêter de se raconter des histoires. Nous avons des gens qui sont venus de Syrie pour commettre des attentats et des assassinats à Paris. Bon, alors on les a plus ou moins identifiés. En tous les cas, cela est avéré. Alors il y a parmi les migrants des gens qui viennent pour porter la mort en France. Il faut quand même être conscient. Alors je sais que ça fait mal dans le décor et qu'il faut montrer son
cœur qui saigne. Non, en l'espèce, il y a des migrants aujourd'hui qui représentent un danger. Et l'État islamique, aujourd'hui, est en train de monter des opérations. Je le dis à tous les Français qui nous regardent, attention, le printemps va être difficile. Béatrice Brugère. Oui, alors, c'est vrai tout ce qu'on entend, mais le problème, c'est qu'on a eu quand même, avec l'attentat de Charlie, j'allais dire un électrochoc très fort. C'est-à-dire qu'on a changé d'échelle. Et à partir de Charlie, ce que l'on pourrait reprocher, c'est qu'on était dans déjà cette dynamique très importante de dire il va y avoir d'autres attentats, sachant que la logique des attentats, en général, c'est toujours de faire plus fort que le précédent, puisque on est dans une progression. Il est vrai, je crois qu'à un moment, il faut accepter la critique, qu'on n'a sans doute pas été, tous les services de l'État, justice y compris, prêts pour ces attentats. La question, c'est est-ce qu'on va être prêt pour le suivant maintenant ? C'est-à-dire que c'est bien de faire une commission d'enquête, c'est mieux encore, j'allais dire, d'être maintenant d'en tirer les leçons, parce qu'il faut toujours tirer les leçons, et de se demander si on sera prêt pour demain. J'en suis pas sûre. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'en suis pas tout à fait sûre. Et des chances de nationalité. Et ce que vient de dire M. Marceau est très important, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on est dans une forme de déni institutionnel. C'est vrai qu'il y a plusieurs mois, et ça a été écrit en plus par l'État islamique, il suffit de les lire d'ailleurs, on ne les lit pas assez, qu'ils allaient utiliser les voies de réfugiés, de migrants, pour infiltrer, non pas des réfugiés et des migrants, mais des hommes à eux, pour venir faire des attentats. Il n'y a pas d'amalgame, il y a une stratégie. Ils sont stratèges, ils sont intelligents. À nous d'être en face, ni naïfs. En 2015, il y a eu 1 million de migrants qui sont entrés en Europe. Mais oui, mais l'Europe, c'est nous. Il n'y a pas 1 million de terroristes. Non, mais bien sûr que non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, il n'y a pas d'amalgame possible. Il y a juste une stratégie qu'il faut comprendre au bon moment. Et sur les frontières, il y a un vrai enjeu, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, donc ce sera peut-être une future commission d'enquête, on sait très bien qu'aujourd'hui, les contrôles tels qu'ils sont faits, il y a un Conseil européen, en tout cas, à Bruxelles demain. Sont d'une faiblesse totale, et que les renseignements que l'on fait sur un ordinateur, sur un poste frontière, il n'y a pas de fluidité ni de remontée quand l'ordinateur est branché et il marche. Donc, voilà. Je vais vous donner un exemple concret. Le PNR, qui permet de contrôler les passagers au niveau des avions. La France le demande depuis de nombreux mois, le gouvernement français. Pardon, chers collègues, non. Je vous rappelle que ça a été bloqué par les socialistes et les écolos au Parlement européen. Je parle gouvernement français, je ne parle pas du Parlement européen. La Commission européenne a donné un feu vert pour la mise en place du PNR, mais effectivement, le Parlement européen a bloqué. C'est un exemple. Par ailleurs, l'Union européenne a mis en place... Il y a les libéraux aussi. Pas DL, Alliance démocrate et libéraux. L'Union européenne a mis en place une opération Sophia pour à la fois contrôler les migrants qui viennent de la Libye. Bon, nous sommes à la 2e phase. Maintenant, il faut la 3e phase. Et j'espère qu'on va arriver à la 3e phase pour traquer les trafiquants. Parce que vous savez que le chiffre d'affaires des trafiquants qui facilitent le passage, c'est 4 milliards de dollars. C'est quand même énorme, c'est 30% du PIB de la Libye. Donc, on a des sujets, contrôle des frontières, ça c'est sûr. Le PNR, il faut le mettre en place. Et je crois que ce que vous avez dit, monsieur, et je suis d'accord avec vous, absolument, que la prise en charge des victimes soit améliorée, parce que quand vous écoutez ces témoignages, c'est quand même... Ça m'interpelle. Et donc, on doit tous être interpellés, nous les parlementaires également, et je pense que le gouvernement est également interpellé sur cette prise en charge. Et puis, également, nous avons un ennemi qui est protéiforme, parce qu'on ne le voit pas, l'ennemi. Il est invisible. Il est invisible. Mais il était à l'école avec nous, on était au bistrot avec lui la semaine dernière. C'est quand même assez compliqué. On ne peut pas dire aux Français... Vous inquiétez pas, on va mettre un dispositif, il n'y aura pas d'attentat. On ne peut pas le dire, ça, malheureusement. Par contre, il faut qu'on mette en place des moyens dans le renseignement, des moyens dans la police et la gendarmerie, et également l'armée. On a maintenant le système Sentinelle qui est mis en place, qui est quand même présent. Avec des hommes militaires qui sont armés sur les lieux sensibles. Maintenant, moi, je suis maire également. On organise des activités récréatives. Dans beaucoup de communes, on organise des festivals. Est-ce que pour autant, il faut arrêter ? Non, je crois qu'il faut continuer nos activités, mais il faut absolument renforcer les moyens. Et d'ailleurs, quand il y a eu le débat sur la loi sur le renseignement, vous vous rappelez quand même les états d'âme ?
On disait, vous n'allez pas voter cette loi. C'est pas normal. Vous allez ficher tout le monde. En réalité, on se dit, tout compte fait, on a bien fait de la voter. Est-ce qu'elle a été efficace Est-ce qu'elle a été efficace? Elle a été votée au mois de juillet. Alors justement, est-ce qu'elle a été efficace? Est-ce qu'elle a empêché M. Abdesalam de venir de Molenbeek à Saint-Denis, de repartir? Est-ce qu'elle a empêché je ne sais plus comment il s'appelle, le chef du gang là, qui faisait l'objet qui avait été inculpé, qui faisait l'objet d'un contrôle judiciaire, de faire la Syrie, Düsseldorf, Molenbeek et Paris? Chers collègues, c'est quand même mieux de renforcer les moyens techniques, parce que le numérique, c'est quand même assez compliqué. Vous savez très bien que vous avez des personnes qui peuvent véhiculer effectivement de la propagande sur Internet et c'est pas facile à détecter. Parce qu'il y a quand même des systèmes actuellement modernes. Donc je pense qu'il faut renforcer le renseignement. Qui est notre ennemi? Excusez-moi, notre ennemi, il habite dans notre cage d'escalier. Aujourd'hui, notre ennemi, il est au bistrot de Molenbeek, il vendait du hachis la semaine dernière. J'ai rencontré au Liban un type français de Trappes, qui fumait le hashish, qui allait en boîte de nuit. 2 mois plus tard, il se retrouve en Syrie. Il a un passeport français. On lui dit, tiens, tu vas prends la voiture piégée, tu vas la faire sauter devant un site chiite. Et le gars part, et il accepte de se sacrifier. On l'interpelle juste avant. Ce type-là fumait le hashish et buvait un coup. Elle est en boîte de nuit à Trappes. Excusez-moi. Notre ennemi aujourd'hui, personne ne le connaît. Il est protéiforme, je le sais bien. Il est partout. Il est partout. Mais ils partagent tous la même idéologie. Ils partagent tous la même idéologie qu'est l'idéologie salafiste. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que nous ne sommes pas... S'il fumait du shit je pense que nous ne sommes pas, contrairement à ce que l'on dit, d'islamistes qui sont radicalisés. Je pense qu'on est en présence de radicaux, comme ceux qu'on avait Action Directe dans les années 80. Des violents qui rejettent l'État et qui utilisent l'islam ou l'islamisme comme vecteur de leur action violente. Là-dessus, je suis c'est pas une radicalisation de l'islam, mais c'est une islamisation de la radicalité. Exactement. Absolument. Mais par contre, il faut mettre en place l'idéologie salafiste. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez parlé de prévention. Je vous interromps, je voulais donner un peu la parole à Guillaume Denoy de Samar. Pendant ces 5 mois, à l'Assemblée, on va entendre beaucoup ces témoignages des victimes. Il y en a beaucoup. Il y a des personnes qui ont expliqué qu'on leur a présenté des corps qui n'étaient pas celui de leur enfant. On a annoncé la mort d'un proche, puis on a rappelé pour demander des informations sur son signalement. Il y a ce témoignage de Georges Saline qui apprend la mort de sa fille par Twitter. Est-ce que c'était important, cette commission d'enquête, pour ces victimes, pour ces proches de victimes, pour faire le deuil? Alors, pour faire le deuil, j'en sais pas, mais il était très important de les entendre, parce que ce qu'elles disent... Elles le disent avec beaucoup de dignité, parce que, je dirais, beaucoup de gens, je les connais, on connaît beaucoup elles sont pas là pour... Vous êtes leur porte-parole aujourd'hui. Elles n'ont pas envie de casser du sucre sur le gouvernement, mais elles sont constatées. C'est tous des républicains, la plupart sont des gens qui croient en les institutions, etc. Mais elles étaient complètement effarées par le décalage entre le discours politique, tout va bien, on a pris en charge tout le monde, il y a des CUMP, il y a un numéro d'urgence, etc. Et la réalité de ce qui se passait. Et moi, j'étais encore plus désemparé, puisque ne faisant pas part de notre association, on a été exclu du dispositif d'aide, alors qu'on a quand même une légitimité et on a quand même une expérience d'accompagnement des victimes. On a été exclu de ce système dès les attentats d'ailleurs de janvier. On a protesté en disant mais comment ça se fait qu'on soit pas là, et ces victimes nous racontaient des histoires qui étaient en complètement décalage avec la communication institutionnelle. Et moi, je me demande, mais elles affabulent. C'est ce que j'ai ressenti avec la famille que j'ai suivie pendant le week-end. Entre ce qu'on me disait au téléphone et ce que la famille me disait, il y avait un décalage énorme. Ouais. Donc, la parole des victimes, moi, je l'ai cru immédiatement. Parce qu'on ne peut pas inventer des choses, quoi. Mais non. C'est pas possible. Et puis elle le dit avec beaucoup de dignité. C'est beaucoup de dignité, et ce sont des personnes qui croient vraiment en nos valeurs républicaines, qui croient à la tolérance, qui croient aux valeurs universelles. Et par rapport à la manière dont elles ont ressenti les prises en charge, il y avait quand même un grand décalage, il faut le dire. Sur les moyens de la lutte contre le terrorisme, il y a eu ce débat sur la déchéance de nationalité pour les terroristes. Le patron de la belle équipe, c'est le patron du bar dont vous parliez, le bar attaqué en novembre dernier, il est intervenu dans la commission d'enquête. Pour lui, la déchéance de nationalité, ça va pas changer grand-chose au schmilblick. On l'écoute, on réagit juste après. Moi, personnellement, je dis, j'allume pas la radio, j'allume pas la télé. Le peu que j'entends, c'est sur la déchéance, l'histoire de la déchéance nationale. Je dis, bah putain, depuis le 7 janvier 2015, c'est ça. Un symbole qui, à mon sens perso, je crois que c'est pas la vie de tout le monde, qui sert à rien. C'est ça. Vous avez un problème de moteur et vous occupez de la couleur de la banquette. Enfin, je comprends rien, quoi. La manière dont s'est construit le débat politique, monsieur y faisait allusion,
Ça a donné une impression effectivement de désordre et de brouhaha et de retomber dans des querelles qui ont empêché un peu de saisir la solennité du moment. Et ça je crois qu'on peut tous le regretter. Ouais. Béatrice Bucher, vous... Écoutez, bon, d'abord, c'est une question politique, mais moi, ce que je peux dire déjà, c'est un faux débat, la déchéance de nationalité, ça existe déjà. Bon. Et le fait d'en faire une peine, ça va faire encore plus, ça va encore davantage compliquer son application, parce que quand ça passe aux mains de la justice, en général, ça devient très compliqué à mettre en œuvre, parce que c'est la réalité. Les expulsions, c'est compliqué. La déchéance, non, mais la déchéance, c'est très compliqué. Donc, est-ce qu'on raisonne en termes de communication politique ou d'efficacité? Voilà, je pense qu'on raisonne totalement en termes de communication politique qui justement ne permet pas d'entendre la réalité. Or, la réalité, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que personne ne la connaît, cette réalité. Je crois que personne ne la connaît. Et c'est formidable de pouvoir entendre ces témoignages, parce que cette réalité, elle surgit dans l'imaginaire de tout le monde, quel qu'il soit, que ce soit les magistrats, que ce soit, les députés, que ce soit les voisins. Personne ne sait réellement comment ça s'est passé, et ça, c'est du concret. Donc, vraiment, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut écouter ces victimes, il faut écouter exactement aussi tous les professionnels du terrain. On ne les écoute jamais, et on ne peut pas se satisfaire de dire, après un attentat, on fait une grande manifestation, on annonce des effectifs extraordinaires dont tout le monde sait qui n'arriveront jamais et qui ne régleront peut-être pas le prochain attentat. Alain Marceau, vous y croyez donc à la déchéance de nationalité, arme de dissuasion massive? Je n'allais surtout pas voter. Ah non, au contraire, d'ailleurs, j'ai expliqué pourquoi. Tout simplement, nous avons cette commission d'enquête qui a pour objet de déterminer ce qui n'a pas fonctionné, y compris sur le plan institutionnel, qu'on attende au moins les résultats de ce qui va sortir de cette commission d'enquête pour décider ce qu'il faut changer sur le plan institutionnel. J'ai refusé. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette commission d'enquête ne doit pas empiéter dans les affaires en cours, les affaires judiciaires. Séparation des pouvoirs oblige. Elle peut quand même dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas sur le plan institutionnel, pas judiciaire. Institutionnel, excusez-moi, je me voyais mal voter cette affaire qui est un piège dans lequel l'opposition est tombée à pieds joints. Ça les regarde. En tous les cas, j'y suis pas tombé, moi. Et ceci dit, la procédure pénale qui est en cours mériterait aussi d'attendre la fin de la commission pour faire le point exact sur ce dont on a besoin au niveau judiciaire, au niveau de la procédure, pour améliorer le système. On voit que la méthodologie est toujours la même, c'est-à-dire qu'elle est incohérente. Il n'y a pas de stratégie. Et je dirais que là dans l'histoire de la déchéance de nationalité, on est en train de même faire un cadeau magnifique à Daesh, parce que c'est le meilleur argument. Vous voyez, vous serez jamais des Français à part entière, vous risquez de ça, donc faites encore plus vite, venez nous rejoindre. On applaudit à Molenbeek et à Saint-Denis. Joachim Pueyo. La déchéance, effectivement, elle existait dans le code civil. Actuellement, je pense que le gouvernement a souhaité effectivement dire des choses un peu fortes. Alors, je ne dis pas que ça va régler le terrorisme, on n'a jamais dit ça, mais dire que tous ceux qui sont condamnés pour des crimes contre la nation, donc condamnés définitivement, délit plus de 10 ans, ne peut pas devenir français. Bon, sauf que ce qui va très mal, je peux refaire le débat parce que ça a été le seul débat sur la lutte contre la terrorisme, ça a été le seul débat qui a été entendu. Parce que pour les victimes, c'est insupportable. Mais attendez, moi j'ai écouté des victimes. On n'a pas donné la parole aux victimes. J'ai écouté des victimes sur ce sujet-là. Je pense que on est tous attachés quand même à des valeurs qui font notre société, les valeurs de tolérance, les valeurs de démocratie. Les valeurs républicaines. Et je crois qu'à travers le débat, c'est ça qu'on a voulu dire. Ce débat était horrible. Il était horrible, ce débat. Je ne parle pas du débat, mais je parle du message fort. Bon, je pense que quand vous voyez effectivement des terroristes qui sont radicalisés, qui mettent en place des actions ultra-violentes. Ils sont tous français, ils le seront toujours. Et qui disent la démocratie, ça vaut rien, la tolérance, ça vaut rien. Les femmes, on sait bien. Je pense qu'à un moment donné, il paraît normal de dire que de même... C'est anormal, justement. Il paraît normal que pour ceux qui commettent des gestes aussi extrêmes et aussi gratuit, de dire bien vous appartenez pas à notre communauté nationale. Voilà le message. Autre polémique. On ne peut pas choisir qui est français ou qui n'est pas français en fonction de son comportement. Autre polémique donc entendue dans cette... C'est pas des comportements.
C'est quand même des crimes. Autre polémique Comportement, entendue c'est dans autre cette chose. commission d'enquête Contre, parlementaire. Il ne faut pas stigmatiser, parce qu'effectivement, c'est une mesure qui doit être prise pour tout le monde et pas dire binationaux ou pas. Moi, je suis contre. M. Hollande nous avait dit le contraire, d'après ce que j'ai compris à Versailles. Je ne suis pas pour la J'entends plus. stigmatisation. Madame, messieurs, il y a une polémique sur les motivations aussi des djihadistes. Est-ce qu'il faut comprendre ce qu'ils avaient dans la tête? Manuel Valls a dit qu'il n'était pas d'accord. Il dit si on explique, c'est un peu expliquer, c'est un peu excuser. Il y a un proche des victimes, Georges Saline, dont la fille est décédée en novembre dernier. Il était entendu par la commission d'enquête parlementaire. Il a dit moi, je veux comprendre ce qu'il y a eu dans leur tête à ces djihadistes. On l'écoute, on réagit juste après. Je suis un peu inquiet d'entendre des voix à un niveau très élevé de la République dire que expliquer le djihadisme, c'est déjà un peu l'excuser. Je suis le dernier qui penserait à excuser les personnes qui ont tué ma fille ou celles qui les ont manipulées. Mais je pense qu'il est absolument essentiel de comprendre et d'expliquer les mécanismes qui conduisent des jeunes Français à prendre les armes contre des jeunes de leur âge. Béatrice Brugère, une réaction. Oui, je ne vais pas rentrer dans un débat polémique. Je pense que ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est pourquoi, au sein de l'Union européenne, la France a 10 fois plus de départs que l'Espagne et l'Italie sur, par exemple, les sites, sur la Syrie. Ça, il faut comprendre. Et pourquoi elle en a 2 fois moins qu'en Belgique. Je veux dire, il y a quand même des choses importantes qu'il faut comprendre, ce qui est complètement différent de vouloir excuser, j'allais dire, ces gens qui font des actes de terroristes. Parce que si on comprend pas pourquoi peut-être dans notre société, on a des comportements qui permettent l'éclosion du terrorisme, ou même sa facilitation, on ne pourra pas lutter contre. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la déradicalisation. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est pas de vouloir déradicaliser, c'est de vouloir empêcher que les gens se radicalisent. La question, c'est pas de vouloir faire revenir les gens de Syrie, c'est de comprendre pourquoi on en a autant qui partent en Syrie. Voilà. Et ça, c'est un examen de conscience qui me semble absolument salutaire. Et ça n'a rien à voir avec la volonté de vouloir comprendre ce qui se passe dans le cerveau du criminel et pourquoi il est devenu terroriste. On n'est pas sur le même débat, à mon avis. Si on veut lutter vraiment, il faut avoir une très bonne connaissance de ces raisons. Complètement. Et une très bonne connaissance des comportements et de la doctrine. Parce qu'il y a quand même une doctrine, quand même. La doctrine, c'est lié au califat. Enfin, il ne faut quand même pas l'oublier. Mais là, je suis tout à fait d'accord. Ils veulent créer un califat. Le temporel et le spirituel, c'est la même chose. Donc, il faut quand même bien comprendre. Et je pense qu'il n'est pas question d'excuser, il est question d'avoir une très bonne connaissance si on veut lutter et si on veut faire de la prévention. Parce que vous avez parlé de la prévention. Je suis d'accord, il faut absolument qu'on maintienne du dialogue. Dans les prisons, par exemple, moi j'ai vu des directeurs de prison à Fresnes et à Fleury-Mérogis. Des jeunes détenus qui n'étaient pas du tout religieux, et puis subitement ils se convertissaient. Par exemple, du jour au lendemain, en quelques jours. Il n'y a pas que la prison, ils peuvent effectivement se radicaliser par les réseaux sociaux dans les cités. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut absolument mettre en place des programmes. On parle de déradicalisation. Au Danemark, ils ont mis en place des mentors qui suivent des jeunes pour garder le contact, pour maintenir du lien social avant que ces jeunes passent l'autre côté de la frontière. Et je pense que les mesures de prévention, il faut absolument lutter, oui, par des mesures répressives aussi, par des moyens supplémentaires pour les forces de police. Puis, parallèlement, il faut faire de la prévention également si on veut maîtriser l'ensemble du dispositif. Mais c'est trop tard. Mais c'est pour les jeunes, tout ça. Mais c'est trop tard. Imaginez qu'on va foutre des psys, des imams et compagnie pour contrôler ces mecs. Excusez-moi, le problème qui se pose aujourd'hui. L'État islamique, il va être réduit comme une peau de chagrin. Il y a 2000 mecs qui vont rentrer, 2000 mecs et femmes qui vont rentrer en France. Ces 2000 mecs, ils auront porté la Kalachnikov, ils ont assassiné, ils ont égorgé. Ils vont arriver sur le territoire national. Qu'est-ce que l'on fait? Les Américains ont une solution. J'étais l'autre jour au Homeland Security. Ils ont dit, nous, on les drones.
Ça veut dire qu'on envoie des drones, on les liquide, ils ne rentreront pas aux États-Unis, et ceux qui rentreront, nous les connaissons tous, ils iront en prison. Ils nous ont même dit, vous ne les connaissez même pas, les gars qui sont partis en Syrie. Et ils vont revenir chez vous, et vous allez voir si vous allez dérouiller. Excusez-moi, moi je dis, le problème maintenant, c'est se prémunir contre ceux qui vont arriver, et non pas envoyer des imams et des radicalisateurs, je sais pas quoi. Je ne parle pas de ceux qui sont en Syrie. Je parle que qui sont actuellement en prison d'ailleurs. Mais les 2000, ils arrivent. Les 2000, ils viennent. Je parle de ceux qui n'ont pas commis de crimes, qui n'ont pas commis délit. Je crois qu'à un moment donné, il faut mettre des mesures préventives. Ceux qui arrivent de Syrie, c'est là qu'effectivement, il faut absolument que l'Union européenne contrôle davantage ses frontières, parce que là, il faut absolument qu'on les repère. J'en suis. On ne connaît pas nos Français. Il faut absolument qu'on les repère. Ça me paraît important si on veut les prendre en charge, peut-être pas d'une manière radicale comme vous le dites. On va revenir à la commission d'enquête. Vous représentez, Guillaume de Noailles, vous représentez les victimes. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête? Elle rend son rapport le 26 juillet. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous demandez? On comprend bien qu'il y a un énorme travail qui doit être fait. Et dans tout ce débat, on parlait un petit peu des profils, etc. Il faut d'abord sortir de la victimisation. Nous, victimes, on sort de la victimisation, mais il faut qu'en face, on arrête. Il faut arriver à ce que les personnes qui sont radicales sortent de la victimisation. Parce qu'avant tout, elles se considèrent comme victimes. Et elles justifient leur action dangereuse, etc., par le fait d'être victime. Il y a une blessure narcissique qui est ensuite entretenue par des réseaux, ça peut être entretenu par le communautarisme, par l'antisémitisme, par les théories du complot. Ça devient ensuite un sentiment d'injustice qui demande ensuite une revanche. Et après, cette revanche est utilisée par ceux qui les captent pour devenir, à travers la théorie salafiste, pour pouvoir ne plus avoir peur de la mort, au contraire adorer la mort et pouvoir... donc on est dans tout un processus. Alors bien sûr, quand on est à la phase terminale, c'est beaucoup plus dur. Mais il faut empêcher aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont entrées dans ce processus-là. Et un des moyens, que nous avons détecté, qui est un moyen qui permet de déverrouiller un petit peu les choses, en tout cas de faire un déclic, c'est l'échange avec une victime du terrorisme qui est sortie de la victimisation et dont le parcours montre qu'elle a pu trouver un moyen de gérer sa position victimaire en sortant de la victimisation et sans passer par la case vengeance et haine, est quelque chose qui permet en miroir, quand on s'adresse à ce type de personnages, de leur créer un autre modèle. Si vous en connaissez, justement, c'est ce que j'ai proposé qu'on entende devant la commission, qu'on entende genre des djihadistes repentis, pas forcément ceux qui ont assassiné. C'est ce qui va nous manquer. Ça serait l'idéal qu'on puisse entendre des mecs comme ça. Je vous propose le mot de la fin. On en arrive à la fin de cette émission, donc la commission devra avoir achevé ses travaux à la mi-juillet. Vous pensez que ça va servir à quelque chose? Parce qu'on en a eu des commissions d'enquête parlementaires. On se rappelle, il y a une dizaine d'années, d'Outreau, on parlait des dysfonctionnements. J'en étais membre. Voilà, on parlait des dysfonctionnements de la justice, ça marche pas. Et 10 ans plus tard, on a les mêmes problèmes dans le tribunal de Bobigny, par exemple. Est-ce que ça va être la même chose pour cette commission d'enquête parlementaire? On va noter les insuffisances, on va dire là, ça va pas, là, ça va pas. Les insuffisances, il y a les recommandations, tout ça à faire. Et rien va changer? Mais je pense que c'est une commission qui était nécessaire. Il fallait la faire, cette commission. D'après, vous avez bien vu l'intérêt d'écouter les victimes, l'intérêt également d'écouter les professionnels qui étaient sur le terrain, l'intérêt d'écouter ceux qui ont en charge de la sécurité publique de notre pays. Je crois que c'était utile. Bon, je crois que, je suis d'accord avec vous, je pense il y a un message positif qu'il faut faire passer quand même. La vie vaut la peine d'être vécue. Bon, et avec nos valeurs, on a quand même des très belles valeurs en Europe. Le mot de la fin, c'est là-dessus qu'il faut communiquer. Alors, je dirais que les victimes du terrorisme, quand elles vont mieux, quand elles sont reconstruites, portent une énorme valeur, un énorme message de résilience. Et il faut absolument utiliser ce message-là à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui en prison, notamment à Fleury-Mérogis et Osny, entre autres. Ce n'est pas le seul élément. Mais c'est absolument là-dessus, sur la société civile, il faut lui donner les moyens à cette société civile de pouvoir exprimer un certain nombre de valeurs et lutter idéologiquement contre tous ceux qui sont attirés par Daesh, par exemple. Le mot de la fin, très rapidement. Cette commission serait utile si derrière il y a une vraie volonté politique de faire avancer les choses. C'est tout. Voilà, je crois que sinon, elle servira à rien. Arrêtons de décevoir. Je vous propose de terminer cette émission avec cette image. Le groupe de rock qui s'était produit au Bataclan est revenu hier se produire donc à l'Olympia cette fois. Voilà une sorte de résilience. Je ne sais pas si on a l'image. Voilà. Paris s'éveille, voilà. La vie continue, pour reprendre votre propos, monsieur le député.
que Paris se réveille. C'est la vie. Voilà, ce sera l'image de fin. Merci Alain Marceau d'avoir accepté notre invitation. Merci Joachim Pueyo d'avoir accepté notre invitation. Béatrice Brugère, merci. Guillaume de Samar, merci d'être venu. Demain, on parle de la crise des migrants, un sujet qui vous passionne. Non, le mal est fait. Le mal est fait. Sommet européen à Bruxelles, un sommet des chefs d'État à Bruxelles. Donc, on en parle demain dans Ça vous regarde. Restez avec nous sur la chaîne parlementaire.